Il est 13h24. Retrouvez après le 13h l'instant politique qui vous est présenté par Bertrand Villeneuve. Politique. L'élection, c'est la base de la démocratie. Démocratie vient du grec démocratia, formé de démos qui signifie peuple et kratos qui veut dire pouvoir. On parle donc de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple. Peuple qui momentanément transfère ce pouvoir à ceux qu'il désigne lors de l'élection. Important de le dire pour comprendre que dans cette compétition, aucun candidat n'est jamais certain de rien. D'où la nécessité de débat, d'une campagne, de se faire entendre correctement pour être compris. Bienvenue à tous dans Après le 13h, l'instant politique. Après le 13h. Madame, Monsieur, bonjour. Hélène Cantémil, que l'on connaît bien, en tout cas de mieux en mieux en Guyane, vient d'avoir 40 ans et elle est mère de 3 enfants. Il y a quelques années, elle a été animatrice radio et télé et plus encore. Tout cela ne l'a pas empêché de suivre une formation de juriste qui l'a amenée à travailler à l'IRDTS et aussi à l'Université de Guyane. Elle a surgi pour le grand public sur la scène politique en devenant la remplaçante du député Castor en 2022. Elle était déjà membre du MDES, donc le parti de Jean-Victor Castor, depuis 2015. 2015, année où elle participe aux élections territoriales avec Fabien Canavi. Elle était présente aussi en 2021 derrière Jean-Paul Ferreira. Pour la suite, on verra avec elle. Après le 13h. Hélène Cantémil, bonjour. Bonjour Bertrand, bonjour madame, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Guyane la Première, ainsi qu'aux auditeurs et auditrices. Il ne faut pas les oublier. Tout Quel, bonjour. Bertrand Villeneuve, bonjour. Alors, Hélène Cantémil, qu'est-ce qu'il faut dire de plus de vous? Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus de vous? Que je suis une passionnée déjà. Et que j'aime mon pays, j'en suis extrêmement fière. J'aime les personnes qui vivent aussi sur ce territoire. Toutes les personnes? Toutes. Je trouve qu'elles ont cette capacité d'avoir de la dignité alors que les périodes peuvent être difficiles. On a traversé une histoire déjà bien marquée et impactante. Et pour autant, nous sommes là et nous avons des atouts incroyables à valoriser. Votre parcours de vie, on l'a survolé, mais dites-nous en plus. Alors, je suis métisse, fille d'une maman Kaligna et d'un papa créole. J'ai eu à le rappeler lors d'une précédente émission. Ma mère vient de Mana, mon père de Cayenne. Et mes grands-parents, Makouria, Saint-Laurent, Awala. Et j'ai fait mes études en Guyane. Ça a été un choix. J'allais poser la question. Ça a été un choix parce qu'en fait, on avait cette chance d'avoir en Guyane l'IESG, qui était le début de l'UAG puis de l'Université de Guyane. Nous avions des professeurs de qualité. D'ailleurs, il y avait feu Monsieur Néron, Madame Elfort, qui sont décédés et qui ont travaillé sur le dossier de l'évolution statutaire. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup apporté. On avait des enseignants impliqués, engagés, et ça m'a permis aussi, moi, après, de m'engager. C'est une vocation chez vous, la politique? Ou ça s'est fait chemin faisant? Alors, déjà, ma formation, je suis juriste. L'idée, c'était pour moi, dans mon chemin de vie, de pouvoir aider les personnes les plus fragiles. Ma mère, au début, nous a élevés seuls. Et c'était important pour moi d'aider ce type de public-là. Parce que j'avais trouvé qu'elle avait été confrontée à des situations qui, pour moi, étaient inacceptables et qu'elle n'avait pas eu suffisamment accès à des informations concernant ses droits. Et c'est d'ailleurs pour ça donc, que j'ai fait du droit, avec mention sciences politiques, et c'est également pour ça que j'ai fait de la télévision. La directrice d'antenne de l'époque m'avait dit: Hélène, vous pourrez communiquer avec votre peuple, lui parler directement. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant ces années de plateau, c'était d'apporter de l'information à tout le monde, au plus grand nombre. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et lorsque je suis rentrée au MDES, j'ai trouvé des hommes et des femmes qui aimaient ce pays comme moi-même. Mais pourquoi le MDES ? Comme je vous l'ai dit, j'ai été baignée, j'ai été dans un cercle familial quand même, élevé par mes grands-parents également, puisque ma mère m'a eu très jeune, et on avait cette habitude de regarder la télévision.
Et il y a des figures qui m'ont marquée, qui pour moi avaient un amour indéniable pour leur pays. C'était Maurice Pindar et Jean-Victor Castor. Ensuite, un petit peu plus loin, on a eu la figure de Fabien Canavi. C'est vrai que j'ai eu une mémoire des visages et même de ce que transmettent les personnes en termes d'énergie, d'amour. Et ça m'a vraiment donné envie de faire comme ces personnes, de me battre pour ce pays parce que j'estime que toutes les personnes qui y vivent le méritent. Parce que choisir le MDES, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Vous avez pu choisir le RPR, le PSG, etc. Vous avez choisi le MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation, taxé d'être indépendant. Enfin, ils sont indépendantistes. D'ailleurs, j'allais dire, ils ont dit... c'est cela, ils sont souverainistes, indépendantistes. Ils font un chemin jusqu'à l'indépendance. Tout à fait. Parce qu'ils considèrent tout simplement que nous avons des ressources. Nous avons des richesses. Et parmi ces richesses, les hommes et les femmes qui constituent ce pays. Et donc, nous avons finalement tout ce qu'il nous faut pour décider nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec notre propre vision. Et c'est ce que je partage. Je considère que nous avons de la matière grise, nous avons de la matière première, et on pourrait devenir pas seulement de manière matérielle riche, mais des personnes avec de la valeur, et pas des perspectives restreintes. Et c'est ce qui anime ce parti. Oui, mais j'ai envie de dire, il faut faire peuple d'abord. C'est ça. Et ça, c'est tout le problème de la Guyane. Je ne sais pas si c'est tout le problème de la Guyane, mais en fait, il y a des personnes qui continuent à fracturer les relations, on va dire. Et je suis entièrement d'accord avec cette idée de faire peuple, de faire unité. Ça me parle d'autant que je suis d'une communauté kaligna, d'un père créole, et donc ça me parle particulièrement. Mais mes enfants sont créolophones, ils parlent créole. J'essaye de leur apprendre aussi les quelques mots que j'ai reçus, parce que là aussi, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Mes grands-parents étaient en homme, ma mère devait parler français parce que ça faisait mieux. Et donc, je n'ai que quelques mots, mais les mots que j'ai, je les conserve et je les partage avec mes enfants et d'ailleurs avec toutes les personnes que je connais et que je côtoie. C'est important qu'à un moment donné, on se rende compte qu'il faut qu'on fasse peuple. Parce que c'est que le collectif, d'ailleurs, le slogan de mon équipe, c'est la force du collectif, c'est qu'ensemble qu'on pourra faire bouger les lignes. Qu'est-ce qui va faire ce ciment ? C'est vous le ciment ? C'est la conscientisation, se rendre compte que nous sommes tous valables, nous sommes tous légitimes. Effectivement, il y a une histoire, mais cette histoire, elle est commune aussi à cette terre. Et on la partage, cette terre, et on l'aime tous. Et donc, il faut qu'on puisse se connaître, qu'on puisse partager. Vous savez, lors de mon dernier passage média, et c'est important puisque du coup ça va me permettre de partager ce que moi j'ai ressenti et ce vers quoi je veux arriver. C'est vrai que ça fait un peu moins de 10 ans que je suis installée sur la commune de Matoury. Mais j'ai des exemples en tête. Si je pense à Maurice Belloni, je pense à Jean-Victor Castor, qui est de Sinnamary, qui a fait ses études à Cayenne, qui a vécu à Cayenne, et pour autant, il aime cette commune. Et il s'est présenté à de nombreuses reprises sur cette commune. Maurice Belloni, c'est des familles de Mana, je suis bien placée pour les dire. Et pour autant, il a été premier adjoint. Aujourd'hui, on a le mémorial Maurice Belloni. On a des écoles qui portent son nom. Donc ça vous a touché ? Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me touche, c'est qu'on essaye de se monter les uns contre les autres. Et certains même continuent à vouloir fracturer ça. Non, vous avez fait le choix de faire de la politique et d'aller aux élections. Non, mon choix, il est différent. Ma méthode, elle est différente. Moi, ce que je considère, c'est qu'il est important qu'on se rassemble et qu'on se respecte et qu'on s'écoute. Mais avant même de s'écouter, on a des a priori sur les personnes. Et je peux comprendre. Tout le monde dit la même chose, sauf que dans la réalité, il y a quand même des coups bas. C'est malheureux. C'est bien malheureux, mais c'est pas grave. C'est le jeu. D'accord ? Moi, je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité. Il faut apprendre à se connaître, tous dans ce pays. Et on l'aime tous, je le redis. Beaucoup, désolé, juste après ça, je passe la parole. Beaucoup de listes dans la commune. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? 6, oui. Ça veut dire qu'il y a un changement à opérer. Ça veut dire qu'il faut vraiment marquer une rupture avec l'ancienne gouvernance, avec les anciennes façons de procéder, et même tout simplement avoir une nouvelle vision. Nous, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est avoir une vision claire pour l'avenir, se projeter vers l'avenir. Vous êtes sûr d'être élu, donc ? Comment ? Vous êtes sûr d'être élu ? Je l'espère en tout cas. Allez-y, Ekel.
Je vais revenir sur la notion d'unité que vous avez énoncée. Comment est-ce que l'on peut parler d'unité et vouloir absolument qu'elle soit mise en œuvre quand on prône très souvent en Guyane la diversité culturelle, la multiethnicité, la richesse de toutes nos communautés? Comment est-ce qu'on peut, de façon non paradoxale, arriver à cette unité? Pour moi, ce n'est pas antinomique. Et ça fait partie, en fait, même de notre projet même de société pour Maturi. On a un ciment qui est la culture, même s'il y a des cultures. On peut faire en sorte que ces cultures se rencontrent. On a des enfants sur la commune qui, malheureusement, ne bénéficient pas de périscolaire. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est une éducation culturelle. Savoir qu'il existe telle communauté dans ce pays. Et en plus, on a la chance sur Maturi d'avoir les Arwaka Lokono, mais aussi les Païkouné. Mais est-ce que un jeune qui va à l'école à Stoupan, est-ce qu'un jeune qui va à l'école à Cognou en a connaissance? Et à partir de là, on pourra faire peuple. Combien de personnes sur la liste à Maturi? 39. Ça a baissé avec alors. Plus 2. Oui, bon, c'est 39 au cas où s'il y a des désistements. Deux remplaçants, c'est ça? C'est ça. C'est bon? Vous avez votre liste? C'est ça, j'ai ma liste, oui. Je l'ai d'ailleurs présentée le 5 décembre. Quel est le portrait de cette liste? Alors, vous avez des personnes d'âge différents, qui viennent de milieux associatifs, dans le domaine du sport, de la culture, des personnes qui sont plutôt spécialisées dans des domaines, par exemple une médecin généraliste. Liste d'ouverture, donc? Oui, tout à fait. Il n'y a pas que des personnes... Ah, la question, c'était de savoir s'il y a que des personnes du MDS. Non. En fait, dès ses premières présentations, Monsieur Castor, Jean-Victor Castor, avait cette volonté d'ouvrir sa liste. Et nous avons continué à le faire. Quand je dis ouvrir, je pense à ouvrir à d'autres façons de penser, d'autres idéologies. Tout à fait, oui, Okay, puisque ce ne sont pas des personnes qui sont encartées. Mais avec un intérêt commun, un objet commun, et il y a quand même des valeurs communes aussi, qui sont de la solidarité, qui sont des valeurs de partage, et aussi de faire en sorte qu'on ait cette équité territoriale, puisqu'on a décidé de prendre des colistiers qui sont un petit peu partout aussi du territoire de Maturi, parce qu'on n'a pas la même vision qu'on vive à La Chaumière ou qu'on vive au bourg. Et pour cause. Une dernière question peut-être dans cette première partie avant de passer au téléphone. Je vais vous demander votre analyse parce que j'ai noté depuis le mois de septembre que l'on fait cette émission-là que beaucoup de personnes pressenties ou annoncées comme étant candidats ont refusé de le faire tôt. Tout le monde attend la dernière minute pour... alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a peur de l'électeur, on a peur de lui parler, on a peur qu'il sache? Non, je ne pense pas. En tout cas, en ce qui nous concerne, on est les premiers à avoir dévoilé notre liste. Nous, il s'agissait vraiment de faire connaissance parce qu'effectivement, déjà, la tête de liste, elle est peut-être moins connue que l'ancienne tête de liste, celle qui se présentait. Et parce qu'il y a un nouvel apport aussi, des nouvelles générations qui se trouvent sur la liste, bien qu'il y en ait d'autres qui soient bien connues, présentes dans le territoire, dans le paysage de Maturi. On avait vraiment envie, en tout cas en ce qui nous concerne, on avait envie que les personnes sachent qu'elles avaient en face d'elles une offre politique, une nouvelle offre politique. Pour les autres personnes qui font leur dévoilement récemment, je ne saurais dire pourquoi. Vous n'analysez pas? Je ne saurais dire pourquoi. Il est 13h36, madame, monsieur, vous le savez, c'est maintenant que vous pouvez décrocher votre téléphone et appeler au 31 9000 pour interroger, échanger, analyser avec notre invité du jour. Je vous le rappelle, c'est Éline Grand-Émile qui est candidate tête de liste à Maturi. On a déjà un appel. Et nous avons déjà un appel. Nous recevons Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie, c'est à vous? Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. On vous écoute. Alors, pas du tout, donc je vais faire comme si vous m'entendiez. Hein. Je n'appelle pas pour poser des questions contre la candidate, mais juste pour dire que Madame Éline Grand-Émile a fait appel à mes services pour former ses colistiers à la meilleure connaissance de l'environnement de la Guyane et également pour connaître les potentiels touristiques existants sur cette commune de Maturi, sur laquelle moi je ne vote pas. Juste, je reconnais que c'est une démarche très intéressante, et également qui est porteuse d'avenir, parce que des élus qui s'intéressent à la connaissance de leur territoire, je n'en connais pas beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Madame Grand-Émile. Merci Monsieur Prévost. Bonne chance et force à vous. Merci beaucoup.
Merci. Un autre appel? Ah oui. Christiane, bonjour. Je réponds après, enfin je commente après. Ou en attendant Christiane, on peut y aller. Allez-y. Allez-y. Ah ça y est? Non, ok. Oui, en fait, la démarche, elle est simple. Nous avons considéré que nous n'allons pas nous attacher uniquement aux compétences de la mairie, les compétences actuelles. L'idée, c'est quoi? C'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'épanouissement de notre population sur la commune de Matoury, et donc aller au-delà, faire preuve d'initiative en matière touristique notamment, et il fallait nous assurer des connaissances que tous pouvaient avoir au sein de la liste. On voulait vraiment l'équité, c'est vraiment un des principes aussi qui fonde cette liste. Et donc, il nous fallait avoir toutes les connaissances historiques, géographiques sur la commune et les potentiels économiques pour vraiment faire un projet réaliste, mais avec une certaine ambition. Et c'est pour ça que nous nous sommes attachés à travailler avec des professionnels. Et nous accueillons Christiane. Christiane, bonjour. Oui, bonjour Kel, bonjour Monsieur Villeneuve, bonjour. Madame Grand-Émile, bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, j'entends très bien que vous prenez l'unicité, mais par contre, on n'entend pas qui vous êtes réellement. J'aimerais savoir, ma question, c'est êtes-vous indépendantiste? Merci. Merci beaucoup, Christiane. Il faut écouter l'émission tout le temps. Allez-y. C'est gentil. Oui, alors oui, Christiane, moi je suis pour qu'un jour mon pays devienne souverain. C'est cela. Et nous accueillons Sylvia. Sylvia, bonjour. Oui, bonjour tout le monde dans le plateau. Bonjour. Oui, je me demande de Madame Edine. Et mon cas, c'était qu'elle parce qu'il faut qu'il y ait un changement à Matoury. Surtout côté mon tante qui habitait, mon tante qui habitait au bourg. Ok. Il habitait en face de l'église. Quand il y a l'école, pas avant 19h30, mon tante a tranquillité. Moi, comptais en tout 12 bus cars. 14 timons. Moi, pas compter à tout le monde, c'est faut timons pour le pays développé. Mais moi, pas comprendre pour qui ça. C'est bus, ça pas garé dans le parking de l'église, il était garé ailleurs, et puis il vous mettez là. Qui fait que tu as des autres bus, tu as des autres timons. Et ensuite, quand il est parti, tu as une ambulance qui prend la relève. Tu as l'odeur frite, tu as l'odeur d'huile. Alors, moi, je savais que est-ce qu'il y a un changement quand d'autres qui prennent le pouvoir, parce que c'est pas possible au bon. Et puis, moi, je l'ai dit aussi, hein, et il a fait une cité, votre Mofi à Panorama. Il a fait une cité là, et la route, il n'a pas la route. Il a fait la route côté mon petit qui a passé normalement. Il est prévu à mettre une cité, mais il n'est pas prévu à faire la route. La route qui est déjà là, à la 400 appartements qui est passé sous cette la route qui a déjà commencé à écraser parce qu'il y a le paquet camion. Enfin, on va reprendre ça pays, comment nous avons marché par tête. Merci et Sylvia. Et puis, moi, je dit aussi que Matoury a une commune dortoir. Parce que moi, peut-être qu'à partir à 6h moins de 40, il rentre sur place à 19h30. Merci. Beaucoup de choses. Oui, c'est la réalité de Matoury. Il y a des personnes qui ne sont pas confrontées à ce type de difficultés, mais il y en a beaucoup d'autres qui connaissent ces difficultés. Alors, pour expliquer un petit peu... Mais qu'est-ce qu'on fait? Attendez, par exemple, justement, sur l'école, on ferme l'école? Non, la situation, elle est celle-là. Elle parlait de bus, d'une douzaine de bus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'écoles à certains endroits, et du coup, on est obligé d'aller les chercher en bus pour les amener à l'école. Donc, il y a tout un aménagement du territoire à revoir sur cette commune. Et quand je vous parlais d'équité, c'est tout simplement ramener un certain équilibre territorial. Donc vous avez des enfants en nombre important sur une zone et une école qui peut les accueillir mais qui n'est pas proche de leur lieu d'habitation. Donc vous allez avoir des bus. Vous allez multiplier les écoles. Comment? Il faut multiplier les écoles. Il faut en construire, oui, de nouvelles. C'est ça. C'est important. On va parler de finances tout à l'heure. Allez-y. Ensuite, maintenant, pareil, sur la question de Paramana, on construit des lotissements, mais on n'envisage pas en fait qu'il y aura une augmentation du nombre de véhicules qui vont devoir circuler. On n'imagine pas non plus que des véhicules de travaux vont risquer d'abîmer la chaussée. Donc il y a en amont, avant de penser des projets, il faut, et même d'agrandissement ou d'amélioration, il faut déjà avoir l'existant. Nous, ce qu'on a fait sur notre projet, c'est que ce soit en matière d'éducation, en matière de sport, nous on a appelé la thématique sport, bien-être et haut niveau, que ce soit la thématique de l'aménagement du territoire, on a pensé d'abord voir l'existant.
il faut le sécuriser. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que sur certaines zones, on a des habitants qui ne sont pas sécurisés, on a des usagers qui ne sont pas sécurisés. D'ailleurs, je lisais récemment l'avis de l'autorité environnementale sur le projet d'OIN au Larivot, et l'autorité dit elle-même, en fait, qu'il n'y a pas de zone pour les piétons et les cyclistes. Ils cohabitent avec les véhicules et c'est dangereux. Donc, quand on doit penser l'aménagement de son territoire, on pense d'abord on commence par le sécuriser. Ensuite, on peut prévoir les améliorations. Et enfin, on peut prévoir des projets d'envergure, puisque vous voulez parler finances, et tout est finançable. On voit ça dans un instant, Non, avant de repartir au téléphone, il y a une question importante à vous poser. Est-ce que le MDES est assez fort pour l'emporter à Matoury, ou est-ce vous, Hélène Cantémil, vous êtes assez forte pour l'emporter? C'est parce que notre projet aura convaincu. Tout à l'heure, l'auditrice parlait de changement. Je crois que c'est le mot qui revient assez régulièrement dans la bouche des habitants de ce pays, et particulièrement de Matoury. Les gens ont besoin de changement. Et a priori, notre liste incarne ce changement. Vous parlez de projet, vous parlez de liste qui incarne le changement. Sauf que il est communément admis qu'en matière de municipal, on vote plus pour une personne que pour un parti, que pour un projet. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là, dans votre manière de faire campagne, ou est-ce que vous êtes sur votre idée, projet, équipe? Non, nous, c'est la force du collectif, déjà notre slogan, mais au-delà de ça, c'est vraiment le ton que j'ai voulu donner à cette équipe. C'était de faire en sorte qu'on comprenne que tout le monde est légitime autour de la table. Et ce n'est pas parce que je suis tête de liste que je suis plus légitime. Il y a effectivement un profil qui est donné. Je suis juriste. Je fais de la politique depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai une expérience significative avec le député Castor. Et donc, ce sont des qualités qu'on peut mettre effectivement en avant pour que la population ait confiance. Elle se dise, bon ben voilà, mon édile quand même, je peux lui faire confiance pour qu'il porte les projets jusqu'au bout. Mais c'est vraiment aussi un changement de façon de faire de la politique. Je ne veux pas vous mentir, il y a des vieilles habitudes. On va pas se leurrer, les personnes ont envie de voir la tête de liste. Mais ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Est-ce que si vous ne changez pas, si vous restez dans votre fonctionnement, est-ce qu'il n'y a pas, vous risquez pas d'être incomprise? Alors moi, je considère qu'on peut faire de la politique et permettre aux personnes de s'élever et de changer de façon de fonctionner. Ce que je veux montrer justement aux personnes qui nous écoutent et qui me regardent aujourd'hui, c'est que ce qui n'a pas fonctionné avant, il ne faut pas le reproduire. Et c'est ce qu'on veut aussi insuffler aujourd'hui. Dans ce changement, il y a ça aussi, changeons de méthode également. On repart au téléphone. Nous accueillons Saint-Prix, ensuite Angèle. Saint-Prix, bonjour. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viendrai sans virulence. Vous êtes sur la liste et tous les partis politiques de Guyane, s'entre-déchirent au métaux pendant 3 ans, et lorsque le premier tour est terminé, tout le monde est d'accord pour se mettre ensemble. J'en veux pour preuve, je dis bien, j'en veux pour preuve. Lorsque certains commencent à se mettre ensemble, lorsque j'ai vu le décès d'Alé Dio, et Jean-Victor Castor a vu Smoke pour lui dire on va faire le rond-point à Alé Dio, et tous ils se sont mis ensemble. Alors je veux savoir une chose, est-ce que ce sont des signes avant-coureurs? Avez-vous déjà fumé le calumet de la paix avec M. Smoke? Merci. C'est intéressant comme question, parce qu'en fait ça prouve on peut dépasser les difficultés ou la vision politique qu'on ne partage pas lorsqu'on a un sujet commun, lorsque l'intérêt commun prime. Sur la question du rond-point à Lédio, en tout cas pour cette figure de Matoury, nous avons travaillé ensemble. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas connu, mais je pense aux autres camarades qui ont lutté avec Francis Maille. Et là encore, si je dois donner un autre exemple, là on parle du nom du rond-point, mais quand M. Castor a proposé au maire Roumillac, M. Théodore Roumillac, d'appeler la MAM, la Maison des Arts Martiaux Lucie d'Écosse, ce n'est pas parce que ça venait de Jean-Victor Castor qu'il l'a refusé. On a
On a une ville qu'on aime, même si nous sommes des opposants, mais quand il s'agit de l'intérêt commun et de la valorisation de notre commune et des personnes qui y vivent, on peut s'entendre. Il y a des lieux où on peut s'entendre. Exactement, des espaces. Nous accueillons Angèle. Angèle, bonjour. Oui, bonjour, M. Villeneuve et votre collaboratrice, bonjour. Ainsi que la candidate. Bonjour. Alors, j'ai un certain nombre de questions à poser à Mme Montemille. Rapide, hein? Parce que beaucoup de Macoriens ont des interrogations sur votre candidature. Alors, beaucoup disent, mais nous ne la connaissons pas. On connaît Mme Félix, on connaît Mme Cid, on connaît, quant à Lola, n'en parlons pas, elle y est née. Nous savons que vous êtes la suppléante de M. Castor, nous savons que vous êtes la compagne de M. Jean-Victor Castor, nous savons que vous habitez, contrairement à ce que vous dites, que vous habitez à Rémière-Montjoly. Pourquoi vous ne vous présentez pas à Rémière-Montjoly? Le maire sortant dit qu'il a trouvé des pages blanches, et ce n'est pas le cas à Matoury, car il y a une programmation jusqu'à 2050. Certes, rien n'est parfait. Alors, concernant M. Jean-Victor Castor, depuis les années 89, il est conseiller municipal à Matoury. Il votait contre les écoles. Il votait contre les routes, les voiries. Il votait contre tout. Ça, c'est la vérité, madame. C'est écrit dans les conseils, les rapports des conseils municipaux. Alors aujourd'hui, on vient dire plein de choses, etc. Alors qu'il était dans l'opposition, il aurait pu être une position constructive. Eh bien non, c'était non pour tout. Et quand il ne voulait pas dire non, il s'abstenait. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, hein, parce que vous dites que, surtout, j'ai remarqué que vous aimez les quiz. Alors, M. Villeneuve, vous me permettez. Question, parce que moi, je veux bien savoir, c'est pas assez de dire que j'habite à Matoury, que je réside à Matoury. Or, on est dans une élection municipale. Ça veut dire que la tête de liste, qui est censée être maire, doit être proche. C'est ce qu'on dit, hein. Si vous allez sur les réseaux sociaux, on dit qu'il doit être proche de ses concitoyens, c'est-à-dire à la proximité, être tous les jours disponible, tous les jours. Alors, citez-moi dans l'ordre les noms des trois écoles. Les trois écoles. C'est une hétéro? Merci, madame. C'est une hétéro, vous êtes enseignante? Du coup, je n'ai pas entendu la question, c'est dommage. J'aurais été très heureuse de lui répondre. Alors, moi, ce que je trouve quand même assez particulier, c'est d'en venir à ça. Je sais pas. Elle m'a dit que j'étais la compagne du député Castor. Alors, je respecte sa vie privée au député Castor. J'espère que ça ne conduira pas de difficultés, y compris pour la mienne, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas la compagne. Je tiens quand même à le dire, même si ça ne vous regarde pas. J'ai été sa remplaçante. Je suis sa remplaçante. J'ai été sa collaboratrice. Je suis membre du M2S comme lui-même. J'ai été dirigeante aussi de l'organisation, mais en aucun cas sa compagne, pour faire connaissance. Et ensuite, là où j'habite, bon, je vais pas donner le lieu de ma maison, n'est-ce pas? Là encore, de toutes les façons, je suis inscrite sur les listes électorales de Matoury et mon adresse y est indiquée. Donc, les partisans du maire sortant peuvent le vérifier. J'habite bien la commune de Matoury et j'apprécie cette commune. Nous avons des activités sur cette commune, mes enfants et moi. Je vous parlais de mes 3 enfants au début de l'émission. S'agissant maintenant de la proximité, effectivement, ces dernières années, j'ai été appelée à me rendre à Camopi, à me rendre au Suriname, à me rendre dans des pays, à Cuba par exemple. J'ai été amenée aussi à me rendre à Maripasoula en qualité de remplaçante du député Castor. Mais je suis allée aussi à Matoury, j'ai rencontré des familles, j'ai reçu des personnes à la permanence parlementaire, ce qui m'a permis de toucher du doigt les réalités de ces personnes, qu'il s'agisse de problèmes au niveau de l'emploi, de l'habitation, des permis de construire délivrés sur telle ou telle commune. Enfin, j'ai touché du doigt beaucoup de problématiques, la santé, l'évolution statutaire. Donc c'est vrai que j'étais vraiment attelée à la tâche. Et peut-être, et je l'ai déjà dit, il faudra que je pose plus souvent en photo. Peut-être que c'est ce qu'il m'a manqué durant ces années, mais ça n'empêche que, madame, je souhaite être la mairesse de proximité que vous désirez. Je souhaite être la mairesse qui sera présente dans vos vies et qui trouvera des solutions pour vous et vos enfants, et surtout pour l'avenir de ce pays. Dites-moi, avant de repartir au téléphone, on va ouvrir le débat sur la question financière. Alors, oui, il faut qu'on ait le temps de l'aborder avant de partir sur les autres questions, parce qu'on risque de passer à côté. La situation financière de Matoury, vous avez des projets, vous dites que vous allez trouver les solutions. Compte tenu de l'état actuel, donc quel est cet état actuel et qu'est-ce que vous prévoyez ?
Alors, Bertrand, vous avez des informations que nous n'avons pas tous apparemment sur la situation financière de la commune. Nous avons des dépenses qui sont engagées aujourd'hui et qui n'ont pas forcément de grande lisibilité. Je vais pas vous mentir. Nous savons que le budget de la commune, il est de 57 millions en recettes et en dépenses. Mais si vous voulez, lorsqu'on a construit notre projet, on a pensé cofinancement, on a pensé partenariat. Donc, l'idée, ce n'est pas de grever la collectivité. L'idée, c'est de gérer la collectivité d'une autre manière. Il faut avoir une vision, de l'ambition, mais il faut aussi faire en sorte que les financements soient fléchés pour des activités ou des thématiques qui permettent de structurer cette commune et non pas des activités qui durent un jour, qui sont ponctuelles, qui vont aller à la dépense, mais qui ne rapporteront pas plus tard pour les enfants de demain. Donc vous savez où il faut aller chercher les fonds. Exactement, oui. Et en plus de ça, nous avons la chance d'avoir à Matoury des agents qui sont pleins de compétences, pleins de motivation. L'idée, c'est de leur apporter une orientation, une vision politique pour que ces hommes et ces femmes puissent tout mettre en œuvre, y compris trouver les financements. Je leur fais confiance pour ça. Repartons au téléphone. Et nous accueillons Susan. Susan, bonjour. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour, j'appelle justement. C'est pour intervenir un petit peu auprès de Madame Grand-Émile. Allez-y, mais oui, allez-y rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'espère qu'elle écoute. Oui, elle est là pour ça. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, j'appelle justement pour intervenir. Alors, monsieur. Je m'appelle Octavie Susan. Si vous voulez parler facilement, il faut soit vous éloigner, soit arrêter la radio. Oui, je suis très loin de la radio. C'est bon? On vous écoute. Allez-y. Oui, j'appelle pour intervenir auprès de Madame Grand-Émile. Oui, monsieur Susan. Bon, finalement, Madame Grand-Émile, je la connais très très bien par ses parents, son grand-père, sa parent, Amana. Son grand-père, c'est un Amérindien. Et son oncle, le frère de son grand-père, il a été capitaine d'Awala et Alimapo, M. Jean-Baptiste. Donc vous voyez, ce qui me gêne un petit peu, c'est maintenant pour être candidat dans quelle que soit les communes en Guyane, il faut qu'on soit complètement dans la commune. Ça m'inquiète. Puisque maintenant, la Guyane est mélangée de multiraciales. Maintenant, est mélangée de différentes ethnies qui sont venues. Et si maintenant on tombe dans ce combat, je pense que c'est très méchant de la part de la femme avant intervenante, oui. En disant que Mme Grand-Émile n'est pas matoyenne. Et sachez, comme j'arrive à Rochambeau, je regarde la statue qui est plantée, qu'est-ce qu'on voit? Une Amérindienne. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, c'est pas mon problème, mais il faudrait dire à la personne, je pense que cette personne doit écouter, il ne faut pas diviser les Guyanais. Les Guyanais ont besoin de se regrouper, quel que soit le Mananais qui va se présenter à Matoury, à Cayenne, et a le droit. Je ne vois pas pourquoi on cherche à diviser les Guyanais. Merci. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je dirais à Mme Grand-Émile, bon courage, parce que justement, je suis entièrement avec toi. Tu as le droit de choisir où tu veux te présenter en Guyane. La Guyane nous appartient à tous. Merci, Susan. Merci beaucoup, Susan. Réaction rapide? Oui, c'est vrai. On est tous chez nous. Il y a encore un appel? Non. Non, il n'y a plus d'appel. Autre aspect, bon, on ne va pas pouvoir développer aujourd'hui, mais autre aspect qui semble faire débat, pour ne pas dire être problématique à Matoury, c'est la question à la fois de l'urbanisation et du foncier. Quelles sont vos idées là-dessus? Oui, c'est vrai que c'est une problématique. Il y a des conflits à régler qui existent depuis très longtemps, s'agissant de la question foncière. Il y a encore des défis à relever sur la récupération de certaines partie de la commune pour permettre de développer notre projet, notamment autour de la zone aéroportuaire. Il y a des difficultés parce qu'il y a des AOT qui sont donnés pour 10-15 ans qui ne permettent pas aux chefs d'entreprise
de pouvoir demander des fonds, etc. Donc sur cette zone-là, par exemple, nous ce qu'on envisage, c'est d'aménager cette zone pour permettre un regain d'activité, parce qu'en fait, on considère que arriver sur cette zone de la commune, il est important que les personnes sachent qu'elles sont arrivées dans une commune avec une ambition certaine au niveau économique. Et au-delà de ça, sur la question de l'urbanisme, c'est parce que j'en ai déjà tellement parlé, mais on va en parler à nouveau. Nous avons pensé une ville qui permettent aux usagers de gagner en fluidité, d'être en sécurité sur les routes. Il y a des projets qui étaient lancés, des études qui datent depuis 2019, si je pense à la route du centre qui va de Cric-Fouillé au rond-point Calic-Fourchamp, au rond-point de la Cric-Fouillé au rond-point de Calic-Fourchamp. Il y a des études qui avaient été menées. Donc en fait, il faudra repartir dessus, voir où ça a bloqué. Et partout sur la commune, en fait, il y avait des projets qui ont été pensés, nous on vient avec les nôtres, mais on ne veut pas faire dépenser inutilement la commune en études ou encore en travaux qui se risqueraient à des contraintes environnementales ou réglementaires. Donc l'idée c'est d'avoir tous ces éléments d'information là pour mettre en place notre projet. Là j'ai un petit peu soif, j'avoue. Allez-y. Rapidement sur la question de la jeunesse, vous en avez parlé à plusieurs reprises en parlant à la fois de culture et de sport. Là encore, vous faites comment? Est-ce que vous créez un vaste espace où les jeunes avec des stades, avec des piscines, avec des terrains de tennis, où les jeunes pourront s'éclater, ou vous faites autrement? Alors déjà, ce qu'on a fait nous, on est allé voir l'existant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des structures qui existent, il faut les améliorer, les sécuriser. Si on pense au terrain de foot du Larivot, je suis désolée, les sportifs nous se sont plaints auprès de nous. Il y a des choses à faire en matière d'hygiène, de sécurité. Donc l'existant, vous avez déjà des choses qui malheureusement ne sont pas appropriées pour la population qui fréquente ces infrastructures. Mais l'idée du stade quand même, d'un grand stade, d'un vrai stade qui permette aux athlètes de s'entraîner, nous la maintenons. C'était déjà un projet envisagé. Nous maintenons un stade de niveau qui puisse permettre des compétitions internationales. Pour vous dire, nous avons un club d'athlétisme qui donne des champions, qui fait sortir des champions. Et pour autant, ils n'ont pas de couloir. Les enfants, ils découvrent les couloirs quand ils vont à Edmar Lama. Merci beaucoup. Ah, c'est tout. Non, c'est tout parce qu'il est 14h.